Mon nom est Amber Mitchell et à 29 ans, je pensais avoir tourné la page sur les drames familiaux. J'avais tort. Le Noël dernier, j'ai conduit pendant 4 heures jusqu'à la maison de ma tante Patricia, les bras chargés de cadeaux soigneusement. Balls. Lorsqu'elle a ouvert la porte, son visage s'est immédiatement crispé. On ne veut pas de toi ici, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit bruyamment à travers l'embrasure de la porte. Je pouvais voir toute ma famille rassemblée autour de la table, riant. Quelque chose en moi s'est effondré, mais j'ai simplement hoché la tête. Compris, ai-je dit en me retournant pour partir. 10 minutes plus tard, mon père a éclaté. Par la porte d'entrée en criant mon nom point avant de continuer cette histoire, où êtes-vous en train de regarder aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir comment ce cauchemar de Noël est devenu le Noël le plus important de ma vie. J'ai grandi dans une petite ville du Connecticut où tout le monde connaissait tout le monde. La maison de mon enfance était une modeste maison coloniale avec des volets bleus et un porche entourant la maison, où mon père accrochait des guirlandes lumineuses chaque décembre. Notre famille était petite mais soudée, mes parents, Thomas et Rebecca Mitchell, ma sœur cadette Kayla et moi. Mon père travaillait comme ingénieur dans une usine locale, tandis que ma mère enseignait la 2e année à l'école primaire. Nous n'étions pas riches, mais nous avions ce qu'il fallait. Dès mon plus jeune âge, j'avais un lien spécial avec mon père. C'était lui qui encourageait ma créativité, m'achetant des carnets de croquis lorsque je m'intéressais au dessin, et défendant ma décision de suivre des cours d'art plutôt que des cours de mathématiques supplémentaires au lycée. Elle voit le monde différemment, disait-il à quiconque remettait cela en question. C'est un don, pas un problème. Ma tante Patricia, la sœur aînée de mon père de 5 ans, n'avait jamais semblé comprendre cette perspective. Elle vivait dans une maison victorienne du côté huppé de la ville, avec mon oncle Robert et mes cousins Emma et Jason. Patricia était le genre de femme qui coordonnait ses décorations de Noël avec sa tenue et jugeait la valeur des gens, selon leurs accomplissements et leurs relations sociales. Amber chérie, as-tu pensé à lisser tes cheveux? Ce serait tellement plus professionnel, me disait-elle lors des réunions familiales, touchant mes cheveux bouclés sans permission. Ou encore, ces cours d'art sont un joli passe-temps, mais tu auras besoin de quelque chose de pratique pour te rattraper. Chaque commentaire était livré avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Lorsque j'ai annoncé ma décision de fréquenter l'école d'art à Boston au lieu du collège communautaire local que Patricia m'avait suggéré, elle n'a pas caché son désaveu. Eh bien, je suppose que certaines personnes doivent apprendre leur leçon à la dure, a-t-elle dit pendant le dîner familial qui célébrait mon acceptation. Mon père m'a serré la main sous la table, tandis que ma mère changeait rapidement de sujet. Après l'obtention de mon diplôme, tout a changé lorsque ma mère a été diagnostiquée d'un cancer ovarien agressif. Pendant 18 mois, j'ai partagé mon temps entre Boston et le Connecticut, travaillant à distance chaque fois que possible pour l'aider dans ses soins. Patricia venait de temps en temps, apportant toujours des aliments bio coûteux que ma mère ne pouvait pas manger et donnant des conseils médicaux non sollicités. Rebecca devrait essayer le spécialiste à New York, disait-elle à mon père, comme s'il n'avait pas exploré toutes les options possibles de traitement. La sœur de mon amie Judith a eu la même chose et elle est allée en Suisse pour des thérapies. Lorsque ma mère est décédée, il y a 3 ans, quelque chose de fondamental a changé dans la dynamique familiale. Mon père, habituellement notre pilier, semblait perdu sans sa compagne de 30 ans. Kayla, qui venait juste de commencer l'université, s'est repliée sur elle-même et Patricia, sentant le vide laissé par l'absence de leadership, a pris rapidement le rôle de matriarche de la famille. Bien sûr, Noël sera chez moi cette année, a-t-elle annoncé lors de la réception des funérailles. Thomas et les filles ne devraient pas avoir à se soucier d'organiser ça si peu de temps après le décès de Rebecca. Ce premier Noël sans maman était insupportable. Patricia avait enlevé toutes les décorations faites main par maman de la collection familiale, affirmant qu'elle ne s'accordait pas avec son thème argent et bleu. Lorsque j'ai mentionné que Noël me manquait, avec le gâteau aux canneberges de maman, Patricia l'a rejeté en disant qu'il était trop sucré de toute façon. Le deuxième Noël, j'ai trouvé des excuses pour rester à Boston, prétendant avoir une échéance de travail. La vérité, c'est que je ne pouvais pas affronter un autre Noël où l'absence de maman serait soigneusement effacée de l'existence. J'ai envoyé des cadeaux et appelé mon père le matin de Noël, lui promettant de venir bientôt. L'année dernière, le 3e Noël depuis la mort de maman, la culpabilité et le désir ont pris le dessus sur l'autopréservation. Ma famille me manquait, mais plus important encore, me manquait la chaleur et les traditions qui avaient défini nos fates avant. Kayla m'avait dit que Patricia racontait à tout le monde que je pensais être trop bien pour la famille, et mon père semblait de plus en plus seul lors de nos appels. En novembre, j'ai contacté mes cousins Emma et Jason sur Facebook, reconstruisant timidement des liens. Nous avons partagé des nouvelles et quelques blagues sur la nature autoritaire de Patricia.
Emma a envoyé des photos de son nouveau bébé et Jason m'a parlé de sa promotion. Ces échanges m'ont donné de l'espoir, pensant que peut-être ce Noël pourrait être différent. Peut-être que le temps écoulé avait suffi pour commencer à guérir les blessures. Ma décision de rentrer pour Noël est venue après un long appel avec mon père début décembre. Tout le monde veut te voir, ma chérie, m'a-t-il dit. Sa voix s'éclairant à ma suggestion. Ça fait trop longtemps. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que tout le monde ne pourrait pas inclure la personne qui organisait la réunion. Les 2 premières semaines de décembre furent un tourbillon de préparatifs. Je voulais que tout soit parfait pour ma réunion de famille. Je passais mes week-ends à acheter des cadeaux pensés, un leurre de pêche vintage pour mon père qui correspondait à celui qu'il avait perdu dans la collection de grand-père, une paire de boucles d'oreilles en saphir. Pour Kayla qui complimentait ses yeux. Un train en bois fait à la main pour le bébé d'Emma, un livre en édition limitée sur les voitures classiques pour Jason, et même une écharpe coûteuse pour Patricia dans sa teinte préférée de Bordeaux. Pour oncle Robert, souvent ignoré. Dans l'ombre de Patricia, j'avais trouvé une bouteille rare de scotch de la distillerie près de chez lui en Écosse. Chaque cadeau était emballé dans un papier élégant avec une note manuscrite jointe, bien loin des cartes cadeaux numériques que j'avais envoyées les années précédentes. La préparation la plus importante, cependant, était émotionnelle. J'appelais ma meilleure amie Lindsay presque tous les jours, répétant ce que je pourrais dire face aux questions inévitables sur mon absence ou les commentaires sur mes choix de vie. N'oublie pas, tu ne dois d'explications à personne sûre. Ta carrière ou ta vie amoureuse, me rappelait Lindsay lors de l'un de ses appels. Et je suis en stand-by pour une extraction d'urgence si tu m'envoies le mot de code menthe poivrée. J'ai ri, mais nous savions toutes les deux que l'offre n'était pas totalement une blague. Lindsay avait été témoin des conséquences de trop de rencontres familiales qui me laissaient épuisée et en train de me remettre en question. 3 jours avant Noël, j'ai passé toute une soirée à préparer le gâteau au canneberge spécial de maman, d'après sa recette manuscrite. Le processus familier de crémer le beurre et le sucre, l'odeur acidulée des canneberges fraîches, la douceur collante du glaçage à l'orange. Chaque étape me rapprochait d'elle, comme si elle était à mes côtés dans ma petite cuisine, corrigeant doucement ma technique. Un peu plus de vanille, Amber. Lorsque le gâteau est sorti du four, doré et parfait, je l'ai soigneusement emballé dans un contenant qui le protégerait pendant le voyage. Ce n'était pas juste un dessert, c'était un gage de paix, une connexion avec notre passé commun, un rappel de qui nous étions avant que le chagrin ne nous déchire en étranger. Le matin de la veille de Noël, j'ai chargé ma voiture avec les cadeaux, mon sac de voyage et le gâteau de maman. Mon père avait appelé la veille, son enthousiasme palpable même au téléphone. La maison est superbe, ma fille. Patricia a mis le paquet avec les décorations et Kayla est déjà là. On a hâte de te voir demain. Son enthousiasme renforçait mon courage, mais lorsque je suis montée sur l'autoroute, l'anxiété a commencé à s'insinuer. J'ai augmenté le volume de la musique de Noël pour noyer les murmures de doute. Devant moi, des heures de route, seule avec mes pensées aimées. Souvenirs. À mi-chemin du Connecticut, la neige a commencé à tomber, d'abord légère, puis plus forte, ralentissant la circulation et ajoutant 1 heure à mon voyage. J'ai pris cela comme un signe pour m'arrêter au Miliès Dîner, un lieu de mon enfance. Juste à côté de l'autoroute. La cloche au-dessus de la porte a tinté lorsque je suis entrée, et pendant un instant. J'avais à nouveau 10 ans, glissant dans un coin avec maman et papa après les promenades du dimanche. Eh bien, regarde qui est de retour, appela Millie elle-même depuis derrière le comptoir, remarquablement inchangée malgré les années qui passaient. Amber Mitchell, toute grande et citadine maintenant. Nous avons échangé quelques mots pendant que je commandais un café et une part de tarte. Elle m'a parlé de Boston, m'a raconté ses petits-enfants et ne m'a jamais fait sentir que mon choix de partir était une trahison. Lorsque j'ai mentionné que j'allais chez Patricia pour Noël, quelque chose a brièvement traversé son visage, de l'inquiétude peut-être, mais elle m'a simplement serré la main et a dit « Ta maman serait fière de la femme que tu es devenue. » De retour sur la route, réconforté par cette nourriture familière et une gentillesse inattendue, j'ai vérifié mon téléphone à un arrêt routier et trouvé 3 textos de mon père. Comment se passe le trajet? Le temps est un peu mauvais. Prends ton temps. On te garde des amuse-bouches, Patricia a fait ses célèbres cheese straw. Ces messages m'ont réchauffé bien plus que le radiateur de la voiture qui peinait. Au moins une personne était vraiment heureuse de mon retour. Je suis arrivée dans ma ville natale juste au moment où la nuit tombait. Les lumières de Noël scintillaient sur les maisons de Main Street et le grand sapin de la place du village brillait de 1000 feux. Je conduisais lentement, me réappropriant les devantures de magasins et les repères, certains avaient changé, la vieille librairie était maintenant un café-boutique, le magasin de bricolage arborait une nouvelle couche de peinture, mais l'essence était restée la même.
La maison de Patricia se trouvait au bout de Maple Avenue, une maison victorienne à 3 étages avec un porche enveloppant et un toit à pignon. Ce soir, elle était transformée par des milliers de lumières blanches qui soulignaient chaque caractéristique architecturale, avec des couronnes assorties à chaque fenêtre, parfaite, immaculée et intimidante, tout comme sa propriétaire. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes. Répétant ce que je dirais, comment je réagirais aux pics ou aux questions maladroites. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres, ajusté mon pull et pratiqué mon sourire dans le rétroviseur. Tu appartiens ici, me suis-je dit à mon reflet. C'est ta famille aussi. D'un profond soupir, j'ai ramassé la première charge de cadeaux. Et le gâteau aux canneberges de maman, équilibrant soigneusement le tout alors que je m'approchais de la porte d'entrée. À travers les panneaux de verre givré, je pouvais voir des mouvements et des couleurs, entendre des rires et les notes légères de White Christmas, qui se jouaient à l'intérieur. La maison de Patricia m'avait toujours intimidée, même. Enfant, je me sentais hors de place parmi les meubles antiques et les décorations délicates, strictement interdites aux petites mains. Ce soir-là, le manoir victorien s'était surpassé dans sa splendeur de Noël. Chaque fenêtre était décorée d'une bougie électrique et les rampes du porche étaient enveloppées de guirlandes de pin fraîches entrelacées de rubans. Une immense couronne pendait à la porte, ornée d'ornements qui s'accordaient parfaitement avec le thème Bordeaux et or visible à travers les fenêtres. Le son des rires à l'intérieur se mêlait à la voix de Bing Crosby chantant White Christmas. Je pouvais discerner le rire distinctif de mon père, le rire aigu de Kayla, et ce qui ressemblait à mon cousin Jason racontant une histoire, la symphonie familière des réunions familiales de Noël. J'ai déplacé mon poids, ajustant la pile de paquets colorés qui menaçaient de basculer de mes bras. Sous eux, je tenais le contenant avec le gâteau aux canneberges de maman, mon gage de paix et de connexion avec des moments plus heureux. La température avait chuté depuis que j'avais quitté ma voiture et mes doigts commençaient à devenir engourdis autour du contenant du gâteau. J'ai appuyé sur la sonnette avec mon coude et entendu son carillon mélodieux résonner à l'intérieur. Pendant un instant, les rires se sont arrêtés, des pas se sont approchés et je me suis redressé, prenant une posture droite, invoquant mon sourire le plus sincère. C'était le moment. Le moment de la reconnexion, le début de la guérison. De notre famille brisée. La lumière du porche projetait l'ombre de Patricia à travers les panneaux de verre givré avant que la porte ne s'ouvre. Elle se tenait là, encadrée dans l'embrasure de la porte, image d'élégance festive dans un pull en cachemire bordeaux et un pantalon noir, un verre de vin rouge dans sa main manucurée. Son expression est passée de l'attente neutre à un mépris incontestable dès que ses yeux ont enregistré ma présence. La transformation était subtile mais complète, un léger rétrécissement de ses yeux, un tournant de ses lèvres vers le bas, un raidissement de ses épaules. « On ne veut pas de toi ici, dit-elle, sa voix projetée délibérément pour atteindre ceux à l'intérieur. Va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » Les mots frappèrent comme un coup physique, mon estomac se serra, mon visage rougit instantanément malgré le froid de décembre. Les paquets dans mes bras se firent soudainement incroyablement lourds. Derrière Patricia, à travers la porte ouverte, j'avais une vue claire sur la salle à manger chaleureusement éclairée. La table était dressée avec sa meilleure porcelaine et ses verres en cristal, des hors-d'œuvre disposés sur des plateaux d'argent. Autour, toute ma famille était là, mon père, examinant un plateau de fromage, ma sœur Kayla riant de quelque chose que ma cousine Emma venait de dire, mon cousin Jason gesticulant vivement en racontant une histoire, mon oncle Robert remplissant les verres de vin. À la déclaration bruyante de Patricia, les conversations s'arrêtèrent, des têtes se tournèrent vers la porte. Certains visages exprimèrent du choc, d'autres de l'inconfort, mais ce qui s'est gravé dans ma mémoire, c'est que plusieurs, dont Kayla et ma cousine Emma, continuèrent à rire, comme si mon rejet public n'était qu'une simple interruption momentanée de leur soirée. Patricia resta plantée dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, bloquant physiquement mon entrée. La satisfaction dans ses yeux était incontestable alors qu'elle assistait à mon choc et à ma douleur. Elle avait orchestré ce moment à la perfection, s'assurant que je puisse voir tout le monde à l'intérieur, s'assurant que tout le monde puisse entendre son rejet. Un millier de pensées traversèrent mon esprit dans les secondes qui suivirent. Confusion, trahison, questions sur les mensonges que Patricia pourrait leur avoir racontés, colère envers ma famille pour avoir permis que cela se produise. Mais extérieurement, je gardais mon calme grâce à une force de volonté pure. Compris, dis-je en hochant délibérément la tête, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru possible. Je me retournai et partis avec autant de dignité que je pouvais rassembler, faisant attention à ne pas regarder en arrière, même si j'entendais des murmures éclater à l'intérieur. Les paquets soigneusement emballés se sentaient comme des pierres dans mes bras maintenant. Le gâteau de maman, fait avec tant d'espoir et de nostalgie, semblait se refroidir contre ma poitrine. Le chemin jusqu'à ma voiture me parut interminable.
Je me concentrais sur le maintien de ma posture, mettant un pied devant l'autre, sans courir, malgré chaque instinct qui me criait de fuir. Ce n'est que lorsque je suis arrivé à ma voiture que je me permis de laisser mes épaules se relâcher, plaçant soigneusement les cadeaux et le gâteau sur le siège passager avant de glisser derrière le volant. En fermant la porte de la voiture, m'enfermant dans ma bulle de confidentialité, la première larme tomba, puis une autre, puis une autre. Je saisis le volant si fort que mes jointures devinrent blanches, essayant de traiter ce qui venait de laisser passer. Le savaient-ils? S'étaient-ils tous assis autour de la table plus tôt pour discuter du plan de Patricia pour me repousser? Les messages d'encouragement de mon père faisaient-ils partie d'une blague cruelle et élaborée? Non, je ne pouvais pas croire ça de lui, mais où était-il quand Patricia a ouvert la porte? Pourquoi personne n'est intervenu? Et plus douloureusement, pourquoi certains d'entre eux ont-ils continué à rire? Je fixais les fenêtres de la maison, éclairées de lumière chaude, mais qui ne promettaient plus d'accueil. Derrière ces murs se trouvait la famille que j'avais conduite pendant 4 heures pour voir, la connexion que j'avais manquée, la réconciliation que j'espérais. Et en 10 secondes, Patricia avait tout brisé avec quelques mots soigneusement choisis. Tandis que les larmes brouillaient ma vision, je me souvins des innombrables fois où Patricia m'avait subtilement sapé tout au long de ma vie, des commentaires sur mon apparence, mon choix de carrière, ma décision de partir. Mais ça, ce rejet public à Noël, c'était un nouveau niveau de cruauté que j'avais du mal à comprendre. L'impact complet de ces mots s'abattit sur moi comme la neige qui commençait à s'amasser sur mon pare-brise. On ne veut pas de toi ici, pas je ne veux pas de toi ici, nous, comme si elle parlait au nom de tout le monde à l'intérieur et personne ne l'avait contredite. Je restais là, dans ma voiture, tenant le volant si fermement que mes doigts me faisaient mal. Les premières larmes étaient tombées, mais maintenant je me trouvais dans cet étrange état suspendu au-delà des pleurs, où la douleur se transforme en un engourdissement vide. Mon souffle créait de petites nuées de condensation dans la voiture froide. Mon esprit rejouait le dernier Thanksgiving, la dernière réunion familiale à laquelle j'avais assisté. Patricia m'avait accosté près de la table des desserts, un verre de vin à la main, la voix juste assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. Boston doit bien te traiter, avait-elle dit, en observant mes nouvelles bottes. Je suppose que l'affaire familiale n'était pas assez glamour pour quelqu'un avec tes aspirations. Il n'y avait pas d'affaire familiale, juste le travail stable de papa comme ingénieur et la carrière d'enseignante de maman. Mais Patricia avait toujours créé des récits qui la plaçaient comme la gardienne des traditions familiales, et moi comme la déserteuse ingrate. Plus tard, ce même soir, je l'avais entendu dire à l'époux de ma cousine Emma, Amber. Pense qu'elle est trop bien pour nous maintenant, trop sophistiquée pour la vie de petite ville. Quand j'avais essayé de me défendre, elle en avait ri, en me traitant de trop sensible. Maintenant, assise dehors devant sa maison parfaitement décorée, je me demandais combien de conversations similaires avaient eu lieu pendant mon absence. Combien de fois Patricia avait-elle empoisonné ma famille contre moi pendant que je construisais ma vie à Boston? Mon téléphone vibra. Mon père avait envoyé 3 messages dans les dernières minutes. Où es-tu? Tu t'es perdu? On t'attend avant de servir le dîner. Le décalage entre ces messages et ce qui venait de se passer me fit tourner la tête. Soit il faisait partie d'une blague cruelle, soit il n'avait vraiment aucune idée de ce que Patricia avait fait. Avant que je puisse décider comment répondre, mon téléphone sonna. Le nom de Lindsay apparut à l'écran. « Salut, je vérifie juste. » dit-elle lorsque je répondis. « T'es bien arrivé? Ça va combien c'est grave jusqu'à maintenant? » J'essayai d'expliquer ce qui s'était passé, mais ma voix se brisa sur les mots. Tout ce que j'arrivai à dire fut « Elle ne m'a pas laissé entrer, Lind. Elle m'a dit d'aller gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre. » Quoi? Qui ne te laisserait pas entrer? Tout le monde était là. Je continuai, encore sous le choc. Ils étaient tous en train de rire. Cette sorcière maléfique, siffla Lindsay. Démarre ta voiture, tu viens directement chez mes parents. On a plein de nourriture, et de toute façon, maman demande après toi. L'offre était tentanti. La famille de Lindsay vivait à seulement 2 heures de là, dans le Rhode Island, mais l'idée de repartir pour un autre long trajet dans mon état émotionnel semblait impossible. Je vais trouver un hôtel, répondis-je. Le Holiday Inn près de l'autoroute devrait avoir des chambres. Envoie-moi un texto quand tu es installé, insista Lindsay. Et Amber, ce n'est pas ta faute, souviens-toi de ça. J'ai raccroché et démarré la voiture, le chauffage se mettant lentement en marche alors que je posais ma main sur le levier de vitesse, préparant mon départ. Unbrute for me Fitzer Sauter. La porte d'entrée de la maison de Patricia avait été ouverte avec tant de force qu'elle avait frappé le mur. Mon père surgit sur le porche, sans manteau malgré la neige, sa tête se tournant frénétiquement. Enscrutin Larue. Lorsqu'il posa les yeux sur ma voiture, un soulagement visible envahit son visage. Il se précipita sur le chemin et traversa la rue, glissant légèrement sur la neige. J'aurais pu m'en aller. Un instant, j'y ai pensé, mais
C'était mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui a défendu mes rêves d'école d'art, qui appelait chaque dimanche sans faute. Il arriva à ma voiture et tapa sur la vitre du passager, son souffle créant des nuages invisibles. J'hésitai, puis déverrouillai la porte. Il monta à côté de moi, apportant avec lui un vent froid et le léger parfum du parfum que je lui avais offert l'année dernière à Noël. Sans un mot, il m'attira dans une étreinte serrée. Je restai raide un moment avant de me détendre dans son étreinte familière. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça, dit-il quand il se détacha enfin, la voix émue. Amber, je te jure, on t'attendait, j'étais aux toilettes quand tu es arrivé. Il regarda les cadeaux et le contenant du gâteau sur le siège arrière, puis me regarda, son visage se plissant de compréhension. Patricia a dit à tout le monde que tu l'avais appelé pour dire que tu ne venais pas, continua-t-il, la colère évidente dans sa voix habituellement douce. Quand je suis sortie et que j'ai demandé où tu étais, elle a dit que tu lui avais texté que tu étais en retard. Papa, elle m'a dit de partir, répondis-je, toujours en train de digérer sa révélation. Elle a dit que personne ne me voulait là, et quand j'ai regardé à l'intérieur, les gens riaient. Son visage se durcit. Jason racontait une histoire à propos de son patron. Personne ne savait ce qui se passait à la porte. Il passa une main dans ses cheveux argentés. Quand j'ai demandé directement à Patricia si tu étais arrivé, elle s'est embrouillée et a dit qu'elle avait juste vérifié la porte et qu'il n'y avait personne. Mais pourquoi ferait-elle ça? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Mon père poussa un lourd soupir. Il y a plus de choses en jeu que tu ne sais, Amber. Les choses sont compliquées. Depuis que ta mère est morte, dit-il en me regardant avec détermination. Mais on va régler ça tout de suite. On va y retourner ensemble. Je secouai la tête, la plaie encore trop fraîche. Je ne peux pas faire face à tout. Le monde maintenant, pas après ça. Tu peux, insista-t-il en prenant ma main, parce que tu es plus forte que la mesquinerie de Patricia et parce que je serai juste à côté de toi. Sa prise se raffermissait. Je ne vais pas rester là où ma fille n'est pas la bienvenue. La conviction dans sa voix me fit hésiter. Qui riait, papa, quand elle m'a rejeté à la porte? Sa réponse allait tout déterminer. Les yeux de mon père croisèrent les miens, inébranlables et tristes. Personne ne riait de toi, Amber. Personne ne savait que tu étais à la porte, sauf Patricia. Isle Southeast Remeden Place. Je sentais un frisson qui n'avait rien à voir avec la nuit de décembre. Que veux-tu dire, demandai-je. Elle a dit à tout le monde que tu refusais de venir à la maison pour les fêtes, dit-il, sa voix tendue de colère contenue. Elle a dit que tu étais trop occupé, trop réussi pour les réunions familiales maintenant. L'accusation était tellement absurde que j'ai failli rire. Papa, j'ai envoyé des cartes, appelées lors des fêtes. Je t'ai littéralement envoyé des textos pour venir, et on m'a dit que les plans étaient déjà fixés. Isle Hoka. La tête sombrement. Je sais, mais Patricia disait des choses comme « Oh, Amber m'a appelé, elle ne peut pas venir cette année encore, trop de choses à faire à Boston. » Ou elle disait que tu lui avais dit que nos réunions étaient maintenant trop provinciales. Je n'ai jamais dit ça, protestai-je. Je sais, ma chérie, j'ai essayé de la corriger, mais ensuite elle pleurait sur le fait que je prenais toujours ton côté, que personne n'appréciait ses efforts pour maintenir la famille. Unie après la mort de Rebecca. Il détourna le regard, honteux. Parfois, c'était plus facile de laisser faire que de provoquer une scène. Une terrible suspicion se forma dans mon esprit. C'est pour ça que Kayla a été si distante? Elle croit que je l'ai évité délibérément? Mon père hocha lentement la tête. Jusqu'à récemment, oui. Il y a 3 semaines, elle a trouvé des emails de toi à Patricia de l'année dernière, ceux où tu demandais spécifiquement des nouvelles des projets de Noël et proposais d'héberger chez toi à Boston. Je restai sans voix. Comment? A-t-elle trouvé ça? Demandai-je. Patricia lui a demandé de chercher une recette dans son email. Kayla a vu ton nom et est devenue curieuse. L'expression de mon père se durcit. Patricia lui a répondu en lui disant que nous partions tous en croisière cette année. Une croisière, Amber. Nous n'avons jamais pris de croisière familiale. La trahison était sidérante, toutes ces fêtes ratées, la distance croissante. Les liens familiaux qui se dénouaient lentement, orchestrés par la tromperie délibérée d'une seule personne. Mais pourquoi? Murmurai J.E. Pourquoi irait-elle à de telles longueurs pour me tenir à l'écart? Mon père resta silencieux un long moment. Tu te souviens de la maison au bord du lac, le chalet de la famille de ta mère, dans le Vermont? Je hochai la tête. Le petit chalet appartenait à la famille de maman depuis des générations. Nous y passions nos étés à nager et à pêcher, nos hivers à skier et à fabriquer des bonhommes de neige. Après que maman soit tombée malade, nous avions arrêté d'y aller. Ta mère te l'a laissé dans son testament, dit mon père simplement. Patricia s'attendait à ce que ce soit à elle, en tant que gardienne des traditions familiales. Quand l'avocat a lu le testament, elle a été stupéfaite.
Elle m'a accosté après et m'a dit que Rebecca devait être confuse à cause des médicaments quand elle a pris cette décision. Maman m'a laissé la maison au lac, c'était la première fois que j'entendais ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je. L'avocat a envoyé les papiers à ton appartement, expliqua mon père. Je pensais que tu savais, mais je n'ai pas voulu en parler à cause du chagrin. Quand j'ai réalisé que tu ne les avais pas reçus, l'enveloppe avait été renvoyée au cabinet de l'avocat après être restée plusieurs mois dans le bureau de ton immeuble. Patricia avait déjà commencé à répandre sa version de l'histoire, comme quoi tu avais abandonné la famille. Je tentais de traiter cette nouvelle information. Donc, elle a retourné tout le monde contre moi à cause de la maison au lac? En partie, oui. En partie, elle a toujours été jalouse de ton talent, de ton indépendance, du lien spécial que tu avais avec ta mère. Mon père passa une main dans ses cheveux. La famille est divisée. Certains croient la version de Patricia, d'autres soupçonnent qu'elle manipule tout le monde. Et toi? Je ne pus m'empêcher de demander. Et toi, où te places-tu? La douleur traversa son visage. Je savais que les tensions étaient fortes, mais je n'aurais jamais imaginé que Patricia m'éloignerait réellement de la porte. Je pensais qu'avoir tout le monde ensemble aiderait à guérir les choses, murmura-t-il. Il tendit la main vers la mienne. Kayla connaît maintenant la vérité. Elle a trouvé ses emails il y a 3 semaines et a confronté Patricia, qui a prétendu que tout était un malentendu. Emma et Jason sont confus, ils ont entendu des histoires contradictoires des deux côtés, et oncle Robert. L'expression de mon père est renfrogna. Robert suit toujours le camp de Patricia, il a toujours fait ça, mais même lui semblait mal à l'aise quand elle répandait des rumeurs à ton sujet le mois dernier. Il me serra la main. Après que tu aies appelé pour dire que tu voulais venir pour Noël, j'ai dit à tout le monde que tu venais. Patricia n'a pas pu s'y opposer ouvertement avec moi là. Mais elle a été tendue toute la semaine. Un morceau du puzzle s'ajusta soudainement dans mon esprit. Le rire que j'avais entendu. C'était à propos de quoi, ça? Le visage de mon père se durcit. Patricia racontait des histoires embarrassantes de quand tu étais adolescente. Le désastre du Kandar quand tu avais 15 ans. Je gémis. Cet été-là, j'avais accidentellement utilisé de la teinture permanente dans la machine à laver commune, transformant les blancs de tout le monde en rose. Patricia avait trouvé ça mortifiant, maman avait trouvé ça hilarant. Jason et Emma riaient de l'histoire. Mon père continua, Kayla défendait en fait, disant que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà ce que tu es venu entendre. Le tableau complet commençait à devenir plus clair. Donc, quand tu es sorti des toilettes et que tu as demandé où j'étais, Patricia s'est embrouillée, a dit que tu devais être en retard. Puis Kayla a mentionné avoir vu des phares dehors plus tôt. Quand j'ai vérifié directement avec Patricia, elle a dit que personne n'était venu à la porte. La mâchoire de mon père se contracta. C'est là que j'ai su qu'il y avait un problème. Je suis allé dehors pour te chercher. Je restais en silence, traitant tout ça. Les années de malentendus, le sabotage délibéré de mes relations familiales, la maison au lac que je ne savais même pas être mienne. Cette nuit était accablante. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je enfin. Mon père redressa les épaules avec une détermination que je reconnaissais de mon enfance. Maintenant, on retourne là-dedans ensemble. Plus de cachettes. Plus de malentendus. Ses yeux rencontrèrent les miens. Je ne vais pas passer Noël sans ma fille, et il est temps que Patricia comprenne que ces manipulations prennent fin ce soir. Je regardais la maison, les lumières toujours aussi chaleureuses malgré le froid, la connaissance de ce qui s'était passé à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux faire face à tout le monde après ça. Tu peux, dit mon père fermement, parce que tu n'as rien fait de mal et parce que je serai à tes côtés. Quelque chose dans son soutien inébranlable me donna de la force. Je pensais au cadeau à l'arrière, choisi avec tant de soin et d'espoir, au gâteau aux canneberges de maman fait selon sa recette manuscrite. D'accord, dis-je en prenant une grande inspiration. On y va. Mon père et moi marchâmes. Côte à côte sur le chemin enneigé menant à la porte de Patricia, mes bras de nouveau chargés de cadeaux, le gâteau aux canneberges soigneusement équilibré au-dessus. Cependant, cette fois, je n'approchais pas avec un espoir naïf, mais avec une détermination claire, renforcée par la présence de mon père à mes côtés. Au lieu de sonner à la porte, mon père ouvrit simplement la porte et entra, la maintenant grande ouverte pour que je puisse le suivre. La chaleur de la maison nous enveloppa immédiatement, accompagnée de l'odeur de dinde rôtie et de guirlandes de pain. La musique de Noël jouait toujours doucement en fond. Patricia émergea de la salle à manger, un verre de vin à la main. Son sourire habituel se figea lorsqu'elle me vit debout à côté de mon père. Thomas, te voilà, on commençait à s'inquiéter. Sa voix s'éteignit en remarquant le regard que nous partagions. Vraiment? Le ton de mon père était glacé. As-tu eu peur de me dire qu'Amber avait appelé pour dire qu'elle serait en retard alors qu'elle était juste dehors, après que tu l'aies rejetée? Un silence tomba sur la maison. De la porte de la salle à manger,
Kayla apparut, suivie d'Emma, Jason et oncle Robert. Leurs expressions passèrent de la confusion au choc en réalisant ma présence. Patricia réagit immédiatement. Tu as dit, on ne veut pas de toi ici, va gâcher les fêtes de quelqu'un d'autre, je l'interrompis, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Les assiettes de dîner sont encore vides, donc c'était un mensonge aussi. Je passai devant elle pour entrer dans le salon, déposant mes cadeaux soigneusement sous le sapin de Noël et le gâteau sur une table de chevet. Chaque mouvement était délibéré, réaffirmant mon droit d'être dans cet espace, malgré ses efforts pour m'en exclure. Robert, est-ce vraiment? Qu'est-ce que tante Patricia t'a dit? Demanda Kayla, le visage pâle de choc. Je hochai la tête, croisant les yeux de ma sœur directement. Oui. Puis je vis tout le monde à la table rire, ce que papa expliqua comme étant lors d'une histoire sur mon désastre au Kandar. Le visage de Patricia vira au rouge. C'est ridicule, je t'ai invité, mais tu fais toujours ta dramatique. La voix de papa coupa net ses protestations. Patricia, ça suffit. J'ai laissé passer tout ça trop longtemps parce que je voulais la paix dans la famille, mais plus maintenant, pas au détriment de ma fille. Oncle Robert s'avança, l'air mal à l'aise mais déterminé à désamorcer la situation. Calmons-nous tous et profitons de notre dîner de Noël. Ah, je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Commença-t-il point. Ce n'est pas un malentendu, oncle Robert, répondis-je fermement. Et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais parler si tout le monde est prêt à m'écouter. La pièce se fit silencieuse. Je sentais tous les regards sur moi, ceux de Patricia, hostiles, ceux de papa, soutenants, et les autres, allant de la curiosité à l'inquiétude. Je pris une profonde inspiration. Pendant des années, je m'étais senti de plus en plus exclu de cette famille. Je me blâmais, pensant que mon déménagement à Boston avait naturellement créé de la distance. Maintenant, je découvrais que cette distance avait été orchestrée par une communication délibérée. J'y regardais directement Patricia. Tu as dit à tout le monde que je refusais de revenir pour les fêtes, alors que je demandais en réalité à vous rendre visite. Tu m'as dit que les plans étaient déjà fixés sans moi, ce qui n'était pas vrai. Patricia ouvrit la bouche pour protester, mais Kayla l'interrompit. J'ai vu les emails, dit ma sœur, la voix légèrement tremblante. J'ai vu Amber demander spécifiquement les projets de Noël l'année dernière et toi, tu lui as dit qu'on partait tous en croisière. Et l'année d'avant ça, ajouta papa, tu m'as dit qu'Amber t'avait appelé pour dire qu'elle était trop occupée par le travail pour revenir. Emma avait l'air confuse. Mais tu nous as dit qu'Amber avait dit que les réunions de famille étaient trop provinciales pour elle. Maintenant tu nous montres un texto, dit Kayla. Ce texto a été modifié. Patricia pâlit de colère et de honte tandis que sa narration soigneusement construite s'effondrait. Tu fouillais dans mes messages privés? Demanda Kayla. Je regardais les visages de mes cousins, la compréhension se dessinant peu à peu. Jason me regardait avec de l'horreur croissante. C'est pour ça que tu as arrêté de venir aux événements familiaux? Parce que tante Patricia t'a fait croire qu'on ne voulait pas de toi ici. Je hochai la tête. Et apparemment, elle t'a fait croire que je ne voulais pas être ici. La contenance de Patricia se brisa enfin. C'est absurde, j'ai rien fait d'autre que d'essayer de garder cette famille unie après la mort de Rebecca. J'ai organisé chaque fête, coordonné chaque réunion pendant qu'Amber partait à Boston sans se retourner. J'ai été à l'école d'art. Corrigeai-je calmement, puis j'ai construit une carrière, tout comme maman et papa m'avaient toujours encouragé à le faire. Ce n'était pas abandonner la famille. Tu as abandonné la maison au lac, lança Patricia, sa vraie rancune émergeant enfin. Cette propriété est dans la famille depuis des générations et Rebecca l'a laissée à quelqu'un qui n'y a pas mis les pieds depuis des années. Un silence tomba à nouveau dans la pièce. Uncle Robert semblait horrifié. Patricia, ça suffit. Mais Patricia était au-delà de tout contrôle maintenant, des années de rançéure déversées. Elle t'a toujours favorisé, dit-elle en me lançant un regard furieux. Ma propre belle-sœur a laissé une propriété familiale à sa nièce au lieu de la donner à sa sœur qui se souciait vraiment des traditions familiales. Maman n'était pas ta belle-sœur, répondis-je doucement. C'était ma mère et elle m'a laissé la maison au lac parce que c'était la propriété de sa famille à elle. Les yeux de Patricia se remplirent de larmes, mais elle semblait plus due à la frustration qu'à une émotion sincère. Aucun de vous n'apprécie ce que j'ai fait pour maintenir cette famille ensemble, dit-elle. J'ai dédié des années à entretenir les traditions pendant que vous me preniez tous pour acquises. Papa s'avança, son expression mélangeant tristesse et détermination. Patricia, nous avons toujours apprécié ton accueil, mais gardez la famille unie, ce n'est pas contrôler qui est inclus ni quelles informations ils reçoivent. Il s'agit de s'assurer que tout le monde se sente bienvenu et apprécié. La voix de Patricia monta dramatiquement. C'est ainsi que vous me remboursez mon hospitalité? En vous liguant contre moi à la veille de Noël? Personne ne se ligue contre toi, répondis-je.
Nous demandons simplement de l'honnêteté à partir de maintenant. Les relations familiales doivent être basées sur la vérité et le respect, pas sur la manipulation. Patricia regarda Otto de la pièce, s'attendant peut-être à ce que quelqu'un la défende. Quand personne ne le fit, elle se tourna vers son mari. Robert, tu vas les laisser me parler de cette façon dans ma propre maison? Oncle Robert sembla profondément mal à l'aise. Après un moment d'hésitation, il dit, Patricia, je pense que tu dois des excuses à Amber. Ce que tu as fait à la porte ce soir, ce n'était pas bien. C'était peut-être la première fois que je le voyais la contredire, et Patricia ne s'y attendait clairement pas. Son visage se déforma sous le choc avant de se durcir en indignation. Je ne serai pas la méchante dans ma propre maison, déclara-t-elle en posant son verre de vin avec trop de force. Si vous préférez la version d'Amber, très bien, profitez de votre dîner de Noël. Sur ces mots, elle tourna les talons et monta précipitamment les escaliers. Une porte claqua quelque part au-dessus de nous, laissant un silence maladroit derrière elle. Après un moment, mon cousin Jason toussa. Alors, on sert le dîner? La tension se dissipa légèrement, un rire nerveux parcourant le groupe. Je regardai papa, incertaine de la marche à suivre dans la maison de quelqu'un d'autre après la sortie dramatique de l'hôtesse. Je pense que c'est une bonne idée, dit papa d'une voix décidée. Amber, tu veux m'aider à apporter la nourriture à table? Tandis que nous nous dirigions vers la cuisine, la famille commença progressivement à se mettre en action. Kayla et Emma récupérèrent les assiettes dans la salle à manger tandis qu'oncle Robert et Jason réarrangeaient maladroitement les chaises pour accommoder ma présence inattendue. Dans la cuisine, à l'écart des autres, papa m'attira dans une autre étreinte. Je suis fier de toi, murmura-t-il. Ça a pris du courage. Tu penses que j'ai été trop dur? Demandai-je, soudainement à certains points. Non, répondit-il fermement. Ça faisait longtemps que ça devait être fait et c'était nécessaire pour que la guérison commence. Nous apportâmes ensemble les plats à la table, et en prenant ma place entre papa et Kayla, je ressentis un mélange d'émotions. La douleur persistante du rejet de Patricia, la vindication d'avoir révélé la vérité, et un espoir prudent. Que les liens familiaux puissent maintenant commencer à se réparer. Le dîner se déroula sans Patricia, d'abord tendu mais progressivement plus chaleureux à mesure que la conversation reconstruisait timidement les ponts abîmés par des années de malentendus. Oncle Robert monta une assiette pour sa femme, revenant avec un sourire crispé mais sans commentaire sur le fait qu'elle l'ait accepté. Alors, que fais-tu exactement à Boston? Demanda Emma, sincèrement curieuse, peut-être pour la première fois. En décrivant mon travail de directrice créative, je réalisais à quel point ma vie avait été inconnue de ma famille, non pas parce que je l'avais cachée, mais parce que Patricia avait filtré et déformé les informations qui leur parvenaient. Maman aurait adoré ce que tu fais, dit Kayla doucement. Elle disait toujours que tu voyais le monde en couleur que les autres ne voyaient pas. Cette simple observation me fit monter les larmes aux yeux. Elle me manque, avouai-je, surtout à Noël. C'est pour ça que tu as fait son gâteau au canneberge. Compris papa, en jetant un coup d'œil au contenant qui reposait encore sur la table d'appoint. Je hochai la tête. Je pensais que ça pourrait nous aider à nous reconnecter avec elle. Prenons-le pour le dessert, suggéra Jason. Je n'ai pas goûté ce gâteau depuis que maman est tombée malade. Au fur et à mesure que la soirée avançait, vérité après vérité, souvenir après souvenir, je me sentais reprendre ma place dans la narration familiale, non pas comme la déserteuse que Patricia avait décrite, mais comme la fille de Rebecca et Thomas Mitchell, la sœur de Kayla, la cousine d'Emma et Jason, avec des relations complexes mais authentiques, indépendantes de la version soigneusement orchestrée de Patricia. Lorsque nous passâmes enfin au salon pour échanger nos cadeaux, je distribuais les paquets que j'avais apportés avec tant de soin et d'espoir. La surprise et l'appréciation sincère de chacun aida à guérir un autre petit morceau de la douleur que Patricia avait causée. Le cadeau de papa pour moi fut le plus inattendu, une boîte en bois contenant les décorations de Noël de maman, celles que Patricia avait jugées incompatibles avec son thème de décoration. Je les ai gardées pour toi, expliqua-t-il alors que je passais mes doigts sur le renne en feutre familier, avec l'antenne cassée que maman avait refusé de jeter. Je pensais que tu voudrais peut-être les utiliser pour ton propre sapin un jour. En regardant autour de moi, ma famille, imparfaite, blessée mais présente, je réalisais que, bien que Patricia ait réussi à me tenir éloignée pendant plusieurs années, elle avait échoué dans sa tentative de m'effacer de l'histoire familiale. La vérité, une fois dite à haute voix, s'était avérée plus forte que ses manipulations. Patricia resta à l'étage pour le reste de la soirée, son absence rappelant le travail qu'il restait à faire, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que j'étais vraiment chez moi pour Noël. Le matin suivant la confrontation, je me réveillai tôt dans la chambre d'amis de la maison de Patricia. Dormir sous son toit avait été inconfortable, mais papa avait insisté pour que je reste plutôt que de conduire jusqu'à un hôtel.
C'est un Noël en famille, avait-il dit fermement. Et ta famille? Je m'habillai discrètement et descendis, espérant profiter d'une tasse de café paisible avant que les autres ne se lèvent. À ma surprise, Patricia était déjà dans la cuisine, disposant méticuleusement des pâtisseries sur un plateau d'argent. Elle releva les yeux lorsque j'entrai, son expression soigneusement neutre. Il y a du café dans la cafetière, dit-elle, son ton ni amical ni hostile, simplement un constat de ma présence. Merci, répondis-je, égalant sa civilité en me servant une tasse. Nous nous mouvions l'une autour de l'autre dans un silence gêné pendant plusieurs minutes. Patricia ne s'excusa pas pour son comportement la veille et je ne lui en fis pas la demande. Au lieu de cela, nous établîmes une trêve froide, reconnaissant que certaines blessures étaient trop fraîches pour guérir immédiatement. Lorsque papa et les autres descendirent, la journée se déroula dans une politesse tendue. Nous avons ouvert les cadeaux, pris le petit déjeuner et participé aux traditions de Noël habituelles. Patricia joua son rôle d'hôtesse avec une efficacité mécanique, mais la chaleur qui aurait dû accompagner la fête était nettement absente. Après le petit déjeuner, oncle Robert s'approcha silencieusement de moi pendant que Patricia était occupée dans la cuisine. J'aurais dû dire quelque chose, admit-il, l'air honteux. Quand elle a commencé à répandre des histoires sur toi, disant que tu ne voulais pas venir, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sa reconnaissance tardive était à la fois vindicative et frustrante. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Demandai Dash et elle soupira profondément. C'était plus facile de ne pas perturber les choses. Patricia. Elle a ses propres luttes, lança-t-il en jetant un regard vers la cuisine. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais je suis désolé, Amber. Vers l'après-midi, papa m'appela à part pour une conversation privée sur le porche. Malgré le froid, il dit, j'ai réfléchi, sa voix formant des nuages dans l'air hivernal. Il est temps de changer la façon dont nous organisons les réunions familiales. Que veux-tu dire? Patricia a organisé tout depuis que ta mère est morte et on a vu ce que ça a donné, dit-il avec détermination. Je pense qu'on devrait alterner les fêtes entre différents membres de la famille à partir de maintenant. Pâques chez moi, peut-être. Thanksgiving chez Kayla. Des barbecues d'été à la maison au lac. La maison au lac? Répétai-je. Papa, je ne savais même pas que maman me l'avait laissé jusqu'à hier. Je sais, et c'est en partie ma faute de ne pas avoir suivi quand les papiers ont été retournés, dit-il avec un véritable regret. Mais, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu veux en faire? Je réfléchis à la question. Le petit chalet du Vermont contenait tant de souvenirs, les étés à nager, les hivers à faire de la luge, maman me montrant comment faire son gâteau au canneberge dans la petite cuisine. Je veux le garder dans la famille, dis-je finalement. Mais pas comme le domaine de Patricia. Comme un endroit où n'importe lequel d'entre nous peut aller pour se souvenir de maman et être ensemble, sans la tension qui vient du fait que Patricia contrôle tout. Papa hocha la tête, en serrant mon épaule. Je pense que ta maman approuverait. Quand nous retournâmes à l'intérieur, papa appela tout le monde dans le salon. Patricia se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés défensivement. J'ai une annonce à faire, dit papa. Après en avoir discuté avec Amber, nous avons décidé de changer la manière dont nous organisons les réunions familiales à partir de maintenant. Il exposa le plan de rotation, en insistant sur le fait que chacun aurait son tour pour organiser les différentes fêtes au cours de l'année. Cela répartira la responsabilité et nous offrira à tous la chance de créer nos propres traditions, expliqua-t-il. Le visage de Patricia S. crispa. Je vois, donc mes années d'efforts sont rejetées à cause d'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, Patricia, dit papa fermement. C'était une tentative délibérée d'exclure ma fille des rassemblements familiaux, et ce n'était pas juste une fois. Les lèvres de Patricia se pincèrent, mais elle ne répliqua pas. De plus, continua papa, Amber a décidé de garder la maison au lac comme lieu de rassemblement familial. Elle s'occupera des réparations et des mises à jour nécessaires au printemps. Cette annonce sembla clairement surprendre Patricia, qui s'attendait peut-être à ce que je vende la propriété par esprit de vengeance. Son expression vacilla. Brièvement, quelque chose qui ressemblait à un soulagement, avant de se refermer dans une réserve glaciale. Serez-vous l'hôte? Demanda-t-elle finalement. En fait, répondis-je, je pensais organiser une petite réunion chez moi à Boston le week-end prochain. Rien de spécial, juste une occasion pour ceux qui veulent venir de voir où je vis. Je fis un geste. Autour de la pièce. Vous êtes tous les bienvenus. Kayla s'éclaira immédiatement. J'adorerais venir, je n'ai jamais vu ton appartement. Emma et Jason échangèrent des regards avant qu'Emma ne dise « On pourrait venir. » Avec Kayla, si ça te va. Bien sûr. Répondis-je, sincèrement ravi. Oncle Robert hocha la tête sans se prononcer tandis que Patricia restait silencieuse, son invitation reconnue mais clairement non désirée. La eut fur et à mesure que la journée avançait, des conversations individuelles
permirent de dissiper davantage les années de malentendus. Kayla me prit dans la chambre d'amis pour des excuses en larmes. Je t'ai cru, avoua-t-elle. Quand Patricia a dit que tu pensais qu'on était tous en dessous de toi maintenant, j'étais tellement blessée que je ne l'ai pas remise en question, même quand ça ne ressemblait pas à toi. Je pris ma sœur dans mes bras. C'est bon, elle nous a toutes manipulées, mais j'aurais dû mieux savoir. On est sœurs, répondis-je. Et on va reconstruire cette connexion maintenant. Dans les mois qui suivirent, je travaillais à renforcer les relations que Patricia avait essayé de détruire. Kayla visita régulièrement mon appartement, apportant parfois Emma avec elle. Nous établîmes une tradition de week-end entre sœurs, alternant entre Boston et le Connecticut. Papa et moi parlions plus ouvertement de maman, partageant des souvenirs et du chagrin que nous avions jusque-là gardés séparés. Quand le printemps arriva, nous conduisîmes ensemble à la maison au lac pour évaluer les réparations nécessaires. En nous tenant sur le quai, là où maman m'avait appris à pêcher, je sentis sa présence plus intensément que je ne l'avais ressentie depuis sa mort. Elle serait fière de toi, dit papa, comme s'il lisait dans mes pensées. Pour avoir défendu ta place dans la famille, pour ne pas laisser l'amertume de Patricia l'emporter. Je souris en regardant la lumière du soleil danser sur le lac. Elle serait fière de toi aussi, pour avoir enfin tenu tête à ta sœur. Quant à Patricia, notre relation resta compliquée. Elle refusa mon invitation à Boston et trouva des excuses pour les rassemblements familiaux organisés par d'autres. Oncle Robert assista à certains d'entre eux sans elle, se sentant de plus en plus à l'aise d'exprimer ses propres opinions en son absence. Quand Noël arriva à nouveau, j'envoyai à Patricia une invitation formelle pour une célébration à la maison au lac, désormais rénovée et prête à être utilisée par la famille. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte, mais je trouvais important de garder la porte ouverte. À ma grande surprise, elle envoya une carte en réponse, pas une acceptation, mais pas un rejet non plus, simplement une brève note reconnaissant l'invitation et souhaitant de bonnes fêtes. C'était un progrès minimal, mais un progrès. Tout de même, ce Noël à la maison au lac devint tout ce que le précédent avait échoué à être. Papa accrocha des guirlandes sur le porche, Kayla décora un sapin avec les anciennes décorations de maman, Emma amena son bébé qui faisait ses premiers pas et était fascinée par les paquets colorés. Jason joua des chants de Noël sur le vieux piano que maman adorait. Lindsay et plusieurs de mes amis de Boston nous rejoignirent, créant un mélange de famille choisie et biologique qui se sentit juste. Je fis le gâteau aux canneberges de maman, cette fois avec l'aide de Kayla, transmettant la tradition à une nouvelle génération. En regardant autour de moi, les visages rassemblés, certains liés par le sang, d'autres par le choix, tous connectés par des liens authentiques plutôt que par obligation, je réalisai que le rejet de Patricia, aussi douloureux qu'il était, nous avait finalement libéré des schémas toxiques qui avaient contraint notre famille pendant des années. Le lac dehors était gelé, la neige tombant doucement sur sa surface. À l'intérieur de la cabine, il faisait chaud, empli de rires et de conversations sincères. La présence de maman était palpable dans les recettes que nous suivions, les décorations que nous accrochions, les histoires que nous partagions. Mon téléphone sonna juste après le dîner. Le nom de papa s'afficha à l'écran. Amber, dit-il quand je répondis, en sortant sur le porche pour plus d'intimité. Je voulais te dire que je vais l'amener quelqu'un te rencontrer demain. Elle s'appelle Hélène. Nous nous voyons depuis quelques mois maintenant. La nouvelle était inattendue, mais d'une certaine manière, elle me semblait juste. J'ai hâte de la rencontrer, dis-je sincèrement avant de raccrocher et de regarder par la fenêtre ma famille rassemblée. Je ressentis une paix que j'avais trop longtemps oubliée. Le chemin vers la guérison n'avait pas été facile ni linéaire, mais il nous avait conduits ici, vers de nouvelles traditions fondées sur la vérité, vers des relations basées sur une connexion authentique, plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. C'était ce que la famille pouvait être, ce qu'elle devait être. Pas parfaite, pas sans complications, mais honnête dans ses imperfections et plus forte d'avoir affronté tout cela ensemble. Avez-vous déjà dû confronter un membre de votre famille qui répandait des mensonges à votre sujet? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui traverse une situation similaire en ce moment. Et si cette histoire a résonné avec vous, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour entendre plus d'histoires sur le fait de trouver de la force dans les situations familiales difficiles. Souvenez-vous que parfois, les moments les plus douloureux peuvent mener à une croissance des plus significatives. Merci de m'avoir écouté et que vos fêtes soient remplies de connexions authentiques et sincères.